Voici l'édition du 4 février de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission! Bon mois de février à tous et à toutes. Voici tout d'abord les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a enregistré 71 nouveaux cas cette semaine. Maintenant, on est rendu avec un total de 1130 cas depuis le début de la pandémie et présentement, il y a 96 cas actifs. Rappelons que la réouverture des salles de spectacle, de cinéma et des lieux de culte s'effectueront à partir du 7 février. Et pour les sports pour adultes, les centres de conditionnement physique, les centres de pratique et les spas pourront reprendre, eux, le 14 février à 50 de leur capacité. Également, le passeport vaccinal sera exigé. Il est maintenant possible d'être vacciné contre la COVID-19 sans prendre de rendez-vous. La vaccination sans rendez-vous est accessible pour toute personne de 12 à 17 ans pour la première et deuxième dose, et pour toute personne de 18 ans et plus pour également la première et deuxième dose, ainsi que la dose de rappel. Les horaires des cliniques de vaccination sont disponibles sur le site Internet du CIS du Bas-Saint-Laurent. Les personnes qui désirent prendre un rendez-vous peuvent le faire également. Les membres de la Corporation des loisirs du Lac-aux-Saumons vont offrir pour une deuxième année consécutive un carnaval COVID-proof. Un concept qui va vous permettre de vivre et d'exprimer votre amour de l'hiver avec une série de défis qui vous sont proposés. Parmi ceux-ci, on retrouve un parcours d'énigmes dans le village, le défi du château de neige, un cherche-et-trouve au Mont-Climon, des séances de cardio et de yoga extérieur. D'autres activités sont également proposées. Pour tous les détails, consultez la page Facebook de la Corporation des loisirs du Lac-aux-Saumons. Toutes les activités se dérouleront du 4 au 13 février. Une transaction majeure s'est effectuée dans le secteur de la rénovation à Amqui. La coop Purdel a fait l'acquisition de Réno Vallée Rona, qui dorénavant affichera la bannière de BMR. Purdel est aussi propriétaire des BMR de Rimouski, Matane, Cozapscal et Montjoly. Toutefois, la propriété des armoires Réno Design localisées sous le même toit reste en place. Xavier Sénécal, connu sous le nom d'artiste Guz, a obtenu un soutien financier de 9 520 $ dans le cadre du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent. Le Conseil des arts des lettres du Québec, la MRC de la vallée de la Matapédia, en collaboration avec le collectif régional de développement et culture Bas-Saint-Laurent, lui ont remis cette somme pour réaliser une œuvre audiovisuelle intitulée 19 000 kg. Cette œuvre consistera en un mélange entre le documentaire et la musique bruitis à partir d'enregistrements de Bourdon. Également, à partir d'aujourd'hui, il est possible de télécharger son dernier album « Je suis assis ici », un hommage à Alvin Lucier, par l'entremise du site gez.bandcamp.com. Vous voyez également l'adresse au bas de l'écran. Cette semaine, à l'émission, on vous parle de la réouverture des salles de spectacle dès la semaine prochaine et Diffusion Mordicus lance également sa nouvelle plateforme téléchargeable gratuitement. Je suis allé m'entretenir avec sœur Chantal Blouin sur l'avenir de l'édifice qui abrite la congrégation des servantes de Notre-Dame, reine du clergé, située à Lac-aux-Saumons. Une première rencontre a eu lieu en décembre dernier pour la création d'un comité pour protéger la santé du lac Matapédia face à l'ampleur des problématiques à résoudre. Au début de l'année scolaire 2021-2022, le programme éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école a été mis en place dans les écoles primaires de Lac-aux-Saumons et Saint-Rosaire de Cozapscal. Tout d'abord, la manifestation du Convoi de la liberté en cours à Ottawa présentement depuis plus d'une semaine
attire de plus en plus de sympathisants. Des camionneurs de la région supporteront la cause en créant leur propre convoi. Yannick Ouellette, un des organisateurs, nous en parle après la capsule de Jackie Castonguay pour Rayon Partage en santé mentale afin de souligner la semaine de la prévention du suicide. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Jackie Castonguay. Aujourd'hui, je vous parle au nom de Rayon Partage en santé mentale. La 32e semaine en prévention du suicide a lieu cette année, du 30 janvier au 5 février 2022. Dans le cadre de cette semaine-là, vous allez voir plein de petites épinglettes comme ça, épingles à linge, avec l'inscription dessus « T'es importante » ou « important pour moi ». Si vous en voulez, parce que c'est un beau cadeau à remettre à quelqu'un que vous aimez, puis ça peut quand même faire la différence et rendre le sourire à quelqu'un. Ensuite de ça, si toi ça va pas bien, si toi t'as déjà pensé au suicide ou que tu y penses présentement, il y a de l'aide pour toi. Tu peux appeler au 811 option 2, il va toujours avoir quelqu'un pour te répondre, ou sinon le 1866 appelle. Gêne-toi pas, ils sont là pour toi. Et si toi, t'as quelqu'un autour de toi qui pense au suicide ou qui va vraiment pas bien, aie pas peur de lui poser la question s'il pense au suicide et dis-lui que t'es là pour lui, puis accompagne-le vers un des numéros qu'on vient de nommer. Une vie, c'est important, puis la tienne encore plus. Donc t'es vraiment important, puis t'es vraiment importante pour nous. Suite à la manifestation du Convoi de la liberté qui est en cours présentement depuis plus d'une semaine à Ottawa, des camionneurs de la région ont décidé de concevoir un convoi en soutien à la cause qui se déroulera ce samedi. Pour en parler, je suis en compagnie d'un des organisateurs, Yannick Ouellette, qui est propriétaire également des entreprises Ouellette. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, juste pour faire un petit topo, parce que là, ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure, il y a eu des petits changements. À la base, c'était les camionneurs qui manifestaient contre l'obligation d'être vaccinés. Là, maintenant, ça s'est tiré un petit peu plus large et on veut l'abolition de toutes les mesures sanitaires, de tous les mandats qui sont en place. Donc, ça fait depuis plus d'une semaine là, que des camionneurs sont stationnés à Ottawa. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser cet événement de soutien? Ben moi, personnellement, ça m'a touché à cœur. Je t'avoue que j'ai regardé des vidéos, puis c'est des vidéos qui pognent au cœur pas mal. Puis on avait beaucoup de monde ici en région, autant des camionneurs que des particuliers, qu'ils voulaient avoir un moyen de montrer leur solidarité face à ça. Puis ils n'avaient pas le temps nécessairement, soit par leur travail ou leurs obligations, d'aller à Québec ou d'aller à Ottawa. Fait que Adrien Ouellette d'Amqui, puis moi, on a eu l'idée de starter là, ce convoi-là là, qui va être régional. Donc, comme je le mentionnais, ça va se faire samedi. Comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler, ça va commencer à Matane. Le premier départ, il va être à Matane, ça part à midi. Ensuite, on roule sur la 195 direction Amqui. À Amqui, il va y avoir tous les camions. On a réussi à avoir la place en arrière de la cantine Fortier. Fait que le point de rassemblement à Amqui va être là pour le départ vers 13h15, 13h30, tout dépendant comment que le convoi va rouler. Ensuite, on se met direction Montjoly. On avait un point d'arrêt précédemment au Petro-Canada qu'on a annulé dû à la complexité du giratoire là, avec l'entrée au niveau du giratoire. C'était compliqué pas mal. Puis on ne voulait pas boucher trop la circulation pour ne pas nuire trop au monde non plus. Fait qu'on a aboli ce point-là. Après ça, on se met en direction de Rimouski, puis on pogne la montée industrielle, on descend, puis ça va arrêter, là, le convoi va arrêter sur le boulevard Arthur-Buis. Je pense qu'il y a des particularités le temps que vous allez être sur la route au niveau de la vitesse, donc pour aviser les gens là, que ça se peut qu'il y ait du retard dans la circulation. Oui, ça va être important de les aviser, qu'ils soient conscients de ça, parce que le convoi ne dépassera jamais 70 km/h. Nous autres, au niveau du MTQ, on a eu des avertissements par rapport à ça, puis au niveau de la 20, ils ont dit le minimum qu'on pouvait rouler, c'était 60. Fait qu'on va rouler, là, je te dirais, entre 50, 60, 70.
C'est sûr, dans les villages puis dans les villes, on va ralentir considérablement. Parfait. Donc là, vous mentionnez que vous allez vous rendre à Rimouski. Rendu à Rimouski, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rassemblement? Comment ça va se passer? Non, rendu à Rimouski, ça aurait été compliqué pas mal pour avoir un terrain d'accès. Fait que, on a choisi l'option de se ranger sur le boulevard Arthur-Buis, sur l'accotement, puis ça va se démanteler là tranquillement, pas vite. Le monde va partir chez eux après ça. OK, dans le fond, c'est juste par symbolique, on se rend là, puis après ça, on jase un petit peu, puis on s'en va chacun chez nous. Exactement. Donc, mais je pense que c'est pas un événement qui s'adresse juste aux camionneurs. S'il y a Non, s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre, ils peuvent le Oui, faire. oui, autant les autos, les pick-up, les camions, peu importe, les véhicules commerciaux, tout. C'est large pas mal parce que c'est une cause qui est prise à cœur pas mal par tout le monde. Nous autres, ce qu'on demande au niveau des véhicules, que ce soit commerciaux ou particuliers, qu'ils soient au moins décorés avec des drapeaux ou avec des écritures dessus, puis bien s'assurer que les écriteaux ou les panneaux qui vont coller dessus soient bien fixés parce qu'on ne pourra pas arrêter le convoi, là. OK. Donc, les gens peuvent aller vous rejoindre aux différents endroits que vous avez mentionnés que vous allez partir. Oui. Ils peuvent vous rejoindre aussi pendant que le convoi est en route. Ils peuvent se joindre également, je suppose? Oui, oui. Entre-temps, s'il y en a qui veulent rentrer entre-temps, parce qu'on n'a pas de points nécessairement dans les villages entre les points mentionnés. Fait que s'il y a du monde là, ils peuvent se rassembler avec nous autres, puis il n'y a aucun problème. Je pense que des gens, si les gens veulent vous appuyer sans nécessairement être dans le convoi, ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils Oui. peuvent le faire en étant sur le bord de la route, vous saluer, vous faire du bruit? Oui, ou... oui, il n'y a pas de problème. Je sais qu'au niveau de la 20, là, il y avait les viaducs. Je n'ai pas pris bien d'informations au niveau là, comment ils pouvaient s'arranger là-dessus. Mais je sais que si on voit dans d'autres vidéos, il y en a beaucoup qui se mettent ces viaducs. Puis sinon, là, tout le long du trajet, il n'y a pas de problème. Là, à Montjoly, à Amqui, puis tout ça. Là. Donc, pendant le trajet, ça peut bien se dérouler. Peut-être rendu à Rimouski, on le sait que des fois, quand il y a des manifestations, il y a comme deux groupes de manifestants. Il y a les pacifiques, puis il y a ceux qui aiment mettre ça un peu le trouble, déranger. Avez-vous pensé à un plan d'action si jamais vous avez des gens qui veulent déranger ou quelque chose comme ça? Ben, nous autres, je sais qu'on est en contact avec la SQ. Fait que si vraiment il y a un débordement, la SQ va être appelée immédiatement, ça ne sera pas là. On a des membres dans le groupe aussi qui vont chercher à détecter ce genre de personnes-là, si ça arriverait. Parfait. Bien, merci Yannick de nous avoir donné plus de précisions sur l'événement de samedi. Fait qu'on rappelle, ça commence à quelle heure? Oui, départ de Matane à midi. Ensuite, départ de Amqui à 13h15, 13h30. Ensuite, on s'en va à Montjoly. Il n'y a pas d'arrêt à Montjoly. On prend le giratoire direction Rimouski sur l'autoroute 20. Après ça, on sort à la sortie 614. Rendu en bas, on tourne à gauche sur le boulevard Arthur-Buis, puis le convoi arrête là. Parfait. Puis on se retrouve à Rimouski. Après ça, chaque personne retourne chez eux. Exactement. Bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter que ça se passe bien. Bien, Et merci. que ça ait un impact aussi également et que ça puisse peut-être soutenir les autres groupes là, qui sont déjà aussi en branle là, à ce niveau-là. Parfait. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent soutenir la cause ou embarquer dans le convoi, ça sera possible. Donc c'est ce samedi que ça aura lieu. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Les salles de spectacle seront déconfinées le 7 février. Donc, les activités pourront reprendre avec certaines conditions, soit que les salles de spectacle vont pouvoir accueillir 50% de leur capacité et le passeport vaccinal sera exigé pour assister au spectacle. Et donc, Diffusion Mordicus avait dû reporter plutôt ces spectacles du mois de janvier. Donc, à partir de maintenant, les spectacles pourront être présentés. Une deuxième bonne nouvelle pour Diffusion Mordicus, c'est le lancement de la nouvelle application. Et puis, pour en parler, je suis avec le directeur artistique, le directeur général de Diffusion Mordicus, Michel Coutu. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi. Oui. Bien, tout d'abord, c'est sûr que déjà, c'est une bonne nouvelle. Là. Les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir le 7 février. Donc, ça doit être un soulagement, là. Ça doit être un soulagement pour toi de pouvoir reprendre tes activités. C'est toujours de la marmotte. Depuis mars 2020, on joue justement avec les dates, les ouvertures, les fermetures. Je te dirais, ça fait maintenant partie de notre travail
de repousser des dates, de replacer des spectacles. Là, je pense qu'on est rendu des professionnels là-dedans. Là. D'ailleurs, justement, mais là, il y a des nouvelles consignes. Les salles de spectacle peuvent accueillir seulement 50 de leur capacité. Qu'est-ce qui arrive avec les spectacles que tous les billets ont été vendus? On a déjà replacé le spectacle de Fred Pellerin qui devait avoir lieu en janvier dernier. Donc, on a replacé ça tout simplement à l'automne. Donc, le spectacle était complet. Les gens ont gardé leurs billets tout simplement. Ensuite, on a dû annuler évidemment le spectacle des Footocos qui devait avoir lieu en début février parce que les salles ne sont pas ouvertes encore. Heureusement, lorsqu'on a annoncé en décembre que les salles allaient être fermées, on a fermé les billetteries tout de suite. Donc, le spectacle de Rita Baga qui va avoir lieu le 11 février va bel et bien avoir lieu puisque la jauge nous permet d'accueillir 250 personnes dans la salle. Et donc, le spectacle est maintenu puisqu'on a le nombre de billets vendus qui nous permet justement d'accueillir ces gens-là. Là. Et pour les autres spectacles, bien, ça va dépendre selon les mesures sanitaires. Probablement que on souhaite que d'ici quelques semaines, quelques mois, les salles vont pouvoir être pleines là, à 100 %. Mais est-ce qu'il peut toujours y avoir des reports de spectacles? Est-ce que c'est une situation qui peut toujours être possible? Là, présentement, là, Rita Baga a lieu. On a le problème avec le Rose qui aura lieu. On a ajouté un spectacle à la programmation avec Réalité Gaspésienne le 17 février prochain. Donc, ça va avoir lieu. Les jauges sont à 250 personnes. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Les communications qu'on a présentement avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est qu'on parle de semaines avant qu'on revienne à jauge normale. Donc, pour l'instant, nous, on ne bouge pas pour les spectacles du mois de mars. Donc, on va bouger vers les dernières semaines de février. Donc, on attend. On est quand même plusieurs qui travaillent sur le dossier là, avec Rideau, le Rosec et le ministère de la Culture et des Communications pour le réajustement des salles à pleine capacité. On parle de semaines, on ne parle vraiment pas de mois. Là. OK. De toute façon, pour le moment, on marche au jour le jour. Exactement. Oui, exactement. Là, présentement, là, on marche. C'est un show à la fois. Là. Tout à fait. Donc, on parle aussi de la nouvelle application qui a été lancée dans les derniers jours. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette nouvelle application? Bien, cette nouvelle application, au moment où on se parle, les gens peuvent se la procurer tout de suite en allant sur Google Play ainsi que sur Apple Store. Et c'est une application, c'est un outil supplémentaire qui permet aux gens d'être vraiment connectés directement sur leur spectacle et sur la billetterie de Diffusion Mordicus et être mis au courant. On va mettre des outils en place aussi sur cette application-là, ce qu'on appelle les fameux pop-up. Qui vont vous permettre justement de savoir que un spectacle vient d'être mis à la programmation, on a un spécial, on a un artiste qui se présente peut-être quelque part dans la région pour faire une petite prestation. Donc, ce sont tous des outils. On sait que les gens sont vraiment et de plus en plus connectés sur leur appareil numérique, donc sur leur portable, sur leur mobile. Donc, ils vont avoir au bout du pouce l'application pour pouvoir justement acheter un billet pour avoir des informations. Et ça va vraiment être un outil. C'est pour rester connecté encore plus avec nos détenteurs de billets. Et on voulait aussi rejoindre une clientèle jeunesse, une clientèle au niveau du secondaire qui eux aussi sont encore plus que nous autres sur leur cellulaire. Donc, ces jeunes-là vont pouvoir télécharger l'application plutôt. L'application qui s'appelle Diffusion Mordicus, tout simplement. Donc, en gros, c'est tout ce qu'on retrouve sur nos plateformes. Donc, on va l'avoir au bout de la main maintenant. Parfait. Toute l'information est là. Comme vous dites, il va y avoir des pop-up. Donc, ceux qui ont des spectacles aussi, je suppose. Il va y avoir un pop-up pour rappeler qu'il y a un spectacle. Exactement. Oui, exactement. Il va y avoir un genre de pop-up, une notification qui va dire n'oubliez pas que vous avez un spectacle le vendredi. Ou bien une notification qui va dire on a un spécial 2 pour 1 présentement sur les billets. Tu as 60 minutes pour te procurer un billet. Une autre notification qui va dire l'artiste est en prestation à 12h30 à tel endroit. Donc, ça va vraiment être un outil qui est vraiment 2022 finalement, là, qui va être rapide qui va être rapide pour les gens justement qui veulent suivre la culture matapédienne de près. Là. Et comment les gens peuvent se procurer cette application-là? On peut aller la télécharger, c'est ça? Oui, exactement. On la télécharge tout simplement sur Google Play ou bien Apple Store et on l'installe sur notre téléphone cellulaire. C'est simple et c'est gratuit. Et évidemment, je dois préciser que cette application-là, évidemment, a été rendue possible grâce à la collaboration de Desjardins Vallée Matapédia.
C'est un produit, c'est du développement durable, cette application-là. Donc, pour les prochaines années, l'application est en place. Donc, on va se tenir à jour. C'est un bel outil pour Diffusion Mordicus présentement. Oui, je l'ai téléchargée, je l'ai. Elle est très, très, très jolie, très très colorée. Oui. Elle est très magnifique. Oui. C'est qui qui l'a fait? Bien, on a fait affaire, entre autres, avec Green Cooper, qui est une grosse entreprise qui fait des applications pour les plus gros festivals. On parle du festival, soit le Festival d'été de Québec ou bien Oshéaga et tout ça. Et on a fait affaire avec une petite entreprise matapédienne qui s'appelle Complice Numérique. Donc, cette entreprise-là a mis en place tout ce qu'il y a dans l'application. Nous, on a fourni tous les visuels, on a fourni tout ce qu'il y avait de matériel. Et le Complice Numérique a mis en place au complet l'application pour la fournir justement aux distributeurs pour pouvoir la publier, parce qu'on sait qu'on travaille avec quand même Google et Apple, donc c'est pas toujours facile. Et tout le design aussi était fait entièrement dans la Matapédia par Marie-Laurence Giroux, qui est MLG graphiste. Donc, ces gens-là ont travaillé étroitement avec nous. Ça faisait quand même 7 à 8 mois qu'on travaillait sur cette application-là pour réussir à la sortir. Donc, c'est maintenant chose faite. Donc, c'est un produit à 99,9 Matapédia. Oui, bon, on encourage le local. Voilà, c'est fait. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler là, de cette nouvelle application-là. Puis on vous souhaite belle continuité. On espère qu'il n'y aura pas d'autres pépins et que vous allez pouvoir présenter là, tous vos spectacles d'ici la fin de l'année. Oui, on le souhaite. Puis le meilleur moyen d'être informé, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux, évidemment, et de suivre sur le site Internet au diffusionmordicus.ca. Et en tout temps, vous nous appelez au bureau et ça va nous faire plaisir de vous jaser. Parfait. Donc, on invite tout le monde à la maison d'aller télécharger l'application de Diffusion Mordicus pour avoir accès à tout, la billetterie, les spectacles qui s'en viennent, avoir toutes les nouvelles qui vont, puis tous les nouveaux spectacles qui seront présentés. Vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut. N'hésitez pas à aller la télécharger. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Il y a 3 ans, la maison mère de la congrégation des servantes de Notre-Dame, reine du clergé, située à Lac-aux-Saumons, a été mise en vente. Devant la situation actuelle où les propositions d'achat ne correspondaient pas aux attentes de la congrégation, l'option de la démolition n'est pas écartée. Le destin du bâtiment est toujours incertain. J'en discute avec sœur Chantal Blouin, économe générale. Donc, je suis avec sœur Chantal Blouin. Bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Donc, on le sait que le couvent, l'édifice qui abrite la congrégation est à vendre depuis 3 ans. Ça, on le sait là, que ça s'en va vers la fin pour ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la congrégation, pouvez-vous nous faire un bref historique de en quelle année c'est arrivé, c'est quoi la raison, la mission? D'abord, la communauté comme telle a été fondée en 1929 par l'abbé Alexandre Bouillon et Mme Marianne Ouellette. Et éventuellement, le bâtiment ici a été construit en 1942, et la partie avant et la partie arrière en 1967. Alors, la mission de la congrégation, c'était d'abord le service dans les presbytères, aider les prêtres dans leur ministère pastoral, dans leur mission vocationnelle aussi. De même qu'on a accueilli, dès le départ de l'histoire de la congrégation, des personnes qui étaient seules ou bien des personnes âgées qui avaient besoin d'aide. Alors, depuis le début, on a une historique d'héberger des aînés. Et on a eu, entre autres, le foyer du Lac-aux-Saumons. Ils appelaient ça l'Hospice Marie-Reine du clergé à l'époque. C'est devenu aussi, la partie arrière est devenue une école aussi d'arts familiaux dans les années 67, autour de ça. Et après ça, bien, c'est devenu le foyer de Lac-aux-Saumons. Éventuellement, là, avec les années, le nombre de religieuses qui revenaient à la maison, on a eu besoin des espaces. Donc, on a dû relocaliser les résidents au foyer Marianne Ouellette, qui est ici à Lac-aux-Saumons, qui porte effectivement le nom de notre fondatrice. Et il y a combien de chambres? Il y avait combien de religieuses dans l'édifice?
Actuellement, on est 25 religieuses. Il y a, si vous me permettez un petit peu, il y en a 12 à l'infirmerie et les autres, puis ils circulent pour d'autres services dans la maison. Et avec les sœurs à l'infirmerie, il y a 5 ressources intermédiaires et 6 ressources, pas ressources, des RPA, là, qu'on appelle du logement pour les personnes âgées, en privé. Oui, comme je le mentionnais, là, on sait que l'édifice est à vendre depuis 3 ans. J'imagine une des raisons, c'est que justement, au niveau de la religion, il n'y a pas beaucoup de relève. Les religieuses se font âgées. Fait que j'imagine que c'est une des raisons qui fait que vous allez quitter puis vous voulez vendre. Oui, bien la moyenne d'âge, c'est 87 ans. Évidemment, on est au Québec et la réalité culturelle fait qu'il y a moins de réponses au niveau des appels à la vie religieuse. Moi, je suis la plus jeune, donc déjà, ça vous dit un petit peu... je vous dirai pas mon âge, mais d'ailleurs, le fait que nous devons délester des responsabilités, quand la moyenne d'âge est 87 ans, ça laisse peu de personnes pour gérer, je dirais, et les œuvres et la communauté fraternelle. Donc, actuellement, on a une directrice générale qui est laïque. On a aussi une économe qui est une responsable de l'administration administrative pour les finances qui est laïque aussi. Mais avant, c'était toujours les religieuses qui assuraient ce service-là. Donc, plus ça va, moins on est nombreuses pour, je dirais, s'assurer du bien-être de chacune des sœurs. Les soins, ça exige beaucoup. On a 47 employés pour 37 résidents. Donc, mais c'est sûr, c'est des 7, là, pour des cadres, des cadres horaires de 7 jours, là. Mais ça dit aussi que, moi, sur 25, après moi, ça va dans plus âgé, donc ça fait beaucoup de monde à prendre soin. Donc, un peu comme on prend soin de nos vieux parents, bien, il y a une limite à ce qu'on peut faire, alors il faut aller chercher de l'aide. Puis c'est ce qui fait qu'on n'est plus capable d'entretenir le bâtiment comme tel. Donc on rêve, on espère que quelqu'un sera intéressé par l'œuvre, dont prendre soin des aînés pour pouvoir poursuivre. Mais jusqu'à présent, on avait déjà fait une première démarche de vente privée avec des courtiers. Et la question financière était toujours, achoppait toujours, parce que c'est quand même assez dispendieux entretenir des bâtiments comme ça. Puis assurer une durée, surtout aussi dans le temps. On peut partir un nouveau projet, mais il faut s'assurer, pour nous, c'est un critère bien important, que ça puisse durer dans le temps. Pas qu'après 2 ans, ça tombe, puis on veut pas comme laisser une patate chaude à quelqu'un, on veut qu'il soit capable d'en prendre soin. C'est un peu à ça que je voulais en venir, justement. Comme l'expression dit, on veut vendre, mais pas n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Là, vous avez commencé à nous parler un peu des critères. C'est quoi les autres critères? Qu'est-ce qui ferait que vous dites, OK, cette offre d'achat-là, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, ce serait quoi? Bien, c'est sûr que les critères d'achat, il faut que la personne puisse assurer les frais éventuellement, que ça soit rentable pour eux. Deuxièmement, il faut aussi que ça corresponde à nos valeurs aussi dans l'œuvre qu'ils veulent mettre dans le bâtiment. On n'accepterait pas, par exemple, qu'il y ait une compagnie d'armement qui va contre les valeurs, je dirais, de respect de la personne. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça qu'ils vivent, mais pour nous, c'est important le respect des personnes, puis la valeur humaine. Donc, ce qui aide la personne à vivre avec des valeurs de charité, des valeurs de bien-être. Donc, quelque chose qui va être respectueux. Justement, d'ailleurs, vous avez eu plusieurs offres qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez encore l'espoir que la bonne personne va se présenter encore? Bien, après le premier essai, on avait pris la décision de démolir. On avait regardé la faisabilité d'un projet qui continuerait l'œuvre, puis aucun des projets ne pouvait assurer une pérennité à long terme, ne pouvait se soutenir par lui-même. Donc, on avait pris cette décision-là, puis... par grâce pour nous, là, quelqu'un nous a communiqué un autre courtier, mais c'était des courtiers plus dans l'ordre commercial. Donc, la possibilité de d'autres projets à l'intérieur, c'est maintenant ouvert à cette possibilité-là. On a dit, on prend une dernière chance parce que, après qu'on aura tout essayé, on démolira.
Parce que là, ça reste toujours dans... S'il n'y a rien qui arrive. Parce que là, c'est toujours dans les options, mais en même temps, on regarde, ça serait triste d'arriver à cette solution-là. Bien, ce serait très triste parce que, pour différentes raisons. Il y a toute une histoire derrière ça. C'est une grosse partie de l'histoire de lac au saumon qui est ici. Tout à fait. Depuis 1929, comme je le disais précédemment. Et le bâtiment, la partie avant, si on le regarde, c'est un patrimoine. Évidemment, le village, sans le gros bâtiment sur le haut de la colline, bon, c'est un beau village quand même, le lac au saumon, mais il y a une grande partie de l'histoire là. Les aînés du village sont venus rester ici, les gens ont travaillé ici. Le terrain, c'est un magnifique terrain, la beauté du paysage qu'on a, la vue sur le lac. Tout. Mais regardez, quand on peut pas, on peut pas. N'importe qui a une maison familiale puis qui n'est plus en moyen de l'entretenir, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais là, vous parlez d'un patrimoine. Est-ce que c'est pas protégé? Le gouvernement pourrait pas vous aider à garder, à faire quelque chose? Ou même la municipalité, là? On parle, il n'y a pas d'aide que vous pouvez aller chercher au niveau de la politique? On a fait c'est-à-dire que politiquement parlant, nous, on ne veut pas rentrer dans un projet de patrimoine parce qu'on ne veut pas obliger une personne qui achèterait de maintenir les choses telles quelles, puis ça complique un peu encore plus l'administration dans ces projets-là. Ça devrait, pour être patrimonial, ça demanderait une décision de conseil. Et si un conseil décide de cela, il devient comme responsable d'aider au financement. Et les réalités sont que notre municipalité n'a pas nécessairement les reins assez solides pour maintenir un deuxième bâtiment. Ils ont acheté l'église. Qu'est-ce qu'il y en est? Je connais pas assez les rouages du gouvernement pour vous dire que oui ou non, là, mais actuellement, c'est pas... bien que le bâtiment est patrimonial dans le sens l'architecture, la partie avant seulement même, c'est peut-être pas la meilleure solution pour quelqu'un qui veut reprendre le bâtiment, là. Mais là, vous allez quitter avant ou vous attendez la vente pour quitter? Vous allez partir où? Vous allez vous installer où? On a un projet de déménager à Rimouski. Ça a été dit dans les médias que nous étions avec le groupe Fari qui rencontre actuellement des contraintes de construction. Alors, tant que ce projet-là n'aboutit pas pour nous, pour l'instant, on reste ici. Et évidemment, ça coûte très cher à entretenir quand c'est vide. Hein? C'est un quart de ce bâtiment-là qui est occupé dans les faits. Le reste, c'est des services, puis le reste, c'est des chambres vides, là. Alors, toute la lourdeur administrative nous oblige à laisser aller. À l'intérieur du bâtiment, il y a le mémorial qui est comme le musée de la congrégation. Qu'est-ce qui va arriver de ce musée-là quand vous allez quitter? J'aimerais bien avoir une petite boule de cristal pour vous dire ça, même si je ne suis pas très dans cette lignée-là. Il reste que... évidemment, il y a un bien patrimonial qui est là-dedans, qui restera toujours propriété de la congrégation. Nous devons assurer la pérennité de ce patrimoine. Si des acheteurs ne veulent pas le conserver à l'intérieur, s'il y avait des acheteurs qui ne veulent pas le conserver à l'intérieur, on va chercher un autre moyen pour assurer sa pérennité. On a discuté avec le patrimoine de monsieur, de la paroisse, excusez, Bill Leblanc. Et puis, on a discuté, mais c'est encore dans des discussions. Il n'y a rien d'arrêté de ce côté-là. On a aussi regardé du côté de ils appellent ça Banque, là, qui est la Banque d'archives nationale du Québec. Alors, peut-être quelque chose de ce côté-là. Mais c'est encore dans les discussions, là. Il n'y a rien d'arrêté officiellement, ni de signé, là. Donc, justement, en parlant du mémorial, il y a une émission spéciale qui a été tournée, qu'on va diffuser sur nos ondes le 14 février. Je pense que c'est une symbolique pour vous que ça soit le 14 février. Oui, le 14 février 1932, la congrégation, les sœurs, on a reçu l'autorisation et la reconnaissance de Rome comme communauté religieuse. Alors, quand on commence dans une communauté religieuse, on est d'abord une association de fidèles. Et ce qu'on appelle le décret de l'érection canonique nous permet à ce moment-là une reconnaissance civile et religieuse, et aussi au niveau de l'engagement, là, on pouvait prononcer nos vœux.
Bien, Madame Sœur Chantal Blouin, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite que le destin de l'édifice se termine bien. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Ça m'a fait un grand plaisir, puis nous souhaitons bien sûr que le bâtiment puisse passer encore à une autre génération. L'émission spéciale consacrée au mémorial sera présentée sur nos ondes à compter du 14 février. Comme on a discuté avec Mme Blouin, c'est une date importante pour la congrégation. L'émission sera diffusée du 14 février au 24 février. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un nouveau comité pour la santé du lac Matapédia et ses poissons pourrait voir le jour bientôt. Une rencontre a eu lieu au début du mois de décembre à ce sujet à Val-Brillant. Et lors de cette rencontre, l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche était présent. Pour nous en parler, j'ai la directrice générale de l'organisme, Mireille Chalifour, avec moi en studio. Bonjour Mireille! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on vous accueille aujourd'hui justement pour parler de ce nouveau projet de comité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là? Ça serait quoi ce comité-là? Puis ça part de quel besoin de créer? Genre une historique des comités de lac. Avant, il y avait plusieurs comités de lac et les gens avaient des comités de lac pour leur poteau électrique, s'assurer que l'électricité aille jusqu'au chalet, la voirie. C'était vraiment pour les commodités autour du lac. Et à un moment donné, tout le monde a eu leur commodité au bout du lac et les comités de lac ont comme parti. Donc, il y en a quasiment plus. Il y en a d'ailleurs quasiment plus dans la région. Au niveau du bassin versant, là, pour la Matapédia, il y en a un comité de lac qui est très actif, c'est l'Association du lac du Portage. Donc, okay. je salue. Mais sinon, il n'y a plus de comité de lac. Donc, puis l'organisme de bassin versant, notre but, c'est, on a fait un portrait, on a fait le topo de la santé, on a regardé avec les gens des actions qu'il faut qu'ils soient faits. Il y a un plan d'action pour le plan du lac Matapédia. Puis on a toujours un peu de misère à soulever un comité pour le lac Matapédia, notamment, mais il y a 3 municipalités, une MRC, beaucoup de gens. Le lac, il a 68 km de périmètre. Ça fait que beaucoup de monde a récupéré tout le monde ensemble. Ça a toujours été difficile. Il y a eu une association de pêcheurs également au niveau du lac Matapédia. Elle aussi, elle est partie par manque de recrutement. Fait que Anne-Marie Pelletier du MRNF, du ministère de la Faune, organisé avec la municipalité de Val-Brillant, ont fait une rencontre d'information sur le Touladi, l'Omble-Fontaine, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, suite à ça, il y avait du moment qui disait « mais on veut faire quelque chose. » Bon, allons-y, faisons quelque chose. On prend des noms, puis on va se faire une rencontre pour qu'est-ce que pourrait avoir rassemblé un comité. Donc, c'est pour identifier les besoins, savoir qu'est-ce qui pourrait être fait. Les besoins, les intérêts aussi, pour maintenir ce monde-là avec leur intérêt également au niveau du lac. Fait que dans le fond, concrètement, c'est pour avoir des gens là, qui s'occupent de la protection du lac. Ça va selon leur intérêt. Il y a des pêcheurs là-dedans. Fait que eux, ce qui leur intéresse, bien, s'ils veulent regarder l'ensemencement de l'Omble-Fontaine, regarder au niveau du Touladi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'habitat du Touladi. Fait que eux, ça va être des intérêts. Il y a d'autres personnes... Pour assurer, dans le fond, exact, la pêche. La pêche qui est dans qu'elle puisse durer d'année en année, puis qu'il y ait toujours du poisson à pêcher. Exact. Puis, tu sais, quand on parle du poisson à pêcher, mais il y a la population, mais il faut prendre soin de la maison, donc le lac. Puis souvent, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est le lac commence où? Fait qu'on pense souvent que le lac commence sur le bord de la rive, mais le lac, il commence en haut des montagnes, en arrière, puis il ne commence pas nécessairement sur le bord du ruisseau, le lac. Tu sais, il est partout dans tout ce qui couvre le bassin versant du lac Matapédia. Alors, tout le monde est invité à faire partie de cette communauté-là. On cherche des gens qui sont prêts à s'impliquer. On va avoir divers aspects. Il y a des volets qui semblent se dessiner, mais encore, là, on va se dessiner plus des volets selon les intérêts des gens. Donc, la pêche, c'est certain. Le poisson et la pêche, ça, c'est un volet, ça, c'est dessiné. Ensuite, on parle de sensibilisation. On voit, là, les banderies prennent, les faux sceptiques, il y a tellement... Les tiques nautiques, les bateaux moteurs, il y en a de plus en plus au niveau du lac. Ça prend un contrôle, j'imagine, de tout ça. Oui, c'est ça. Donc, de comprendre tout ça, puis d'impliquer les gens et créer un comité qui va prendre soin du lac. Et non...
Actuellement, y a-t-il des problématiques qui sont constatées là, Au niveau sur du le lac, oui. 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 Bien, c'est sûr qu'il y a la bande riveraine à travailler. OK. Il y a tout ce qui est la gestion des eaux de puits et de la voirie qui est à travailler également. La population du poisson, Ombre-Fontaine, et tu l'as dit, bien, on a des signes là, de détérioration de l'habitat. OK. Donc, souvent, il y a du sédiment. Du sédiment, c'est la petite poussière de bouette là, qu'on voit qui va se déposer sur le sol, sur le fond du substrat du lac. Et ça va venir nuire à l'habitat du poisson, par exemple, à la frayère. Il va y avoir moins de poissons qui vont ressortir, il y a moins d'oxygène. Puis plus que tu as de sédiments, plus c'est de la terre, mais tu emmènes du phosphore, des éléments nutritifs dans le lac, mais là, on crée des plantes aquatiques. On veut pas ça, c'est pas le fun de se baigner dans les plantes aquatiques. Le monde aimerait bien avoir un semblant d'air de baignade aussi. Le monde veut le retrouver, un air de baignade, se baigner dans le lac, en profiter, fait que divers On va loisirs. avoir un bel endroit pour le faire. Là. Écoute, oui, puis on veut avoir une pérennité de cet usage-là aussi. Il y a plus de bateaux moteurs, d'accord, mais comment qu'on fait pour s'assurer que ça ne vienne pas nuire à notre lac? Une petite moule, tu sais, les petites moules qu'on se retrouve, là, Oui. mais la petite moule va filtrer jusqu'à 25 litres d'eau par jour. Fait que sans ces moules-là, la qualité de l'eau, elle se perd dans les berges. Mais si on y met un moteur à bateau, ben là, c'est comme mettre tout ça dans le blender, fait que là, les moules, ils meurent. Ça, Et OK. une moule peut vivre de 25 à 50 ans, mais ça lui prend un temps pour atteindre une certaine maturité. Il y a plein de choses à parler au fond. Fait qu'on va y aller vraiment avec l'intérêt des gens. OK. Mais là, comme tu mentionnais actuellement, là, il y a comme plus personne qui s'en occupe. Là. Il n'y a plus vraiment de groupe qui s'occupe de ces aspects-là. Il y a les municipalités qui font selon leur mandat respectif, selon leurs compétences, responsabilités des municipalités. Il y a des comités de développement qui regardent, mais il n'y a pas vraiment d'organisme qui travaille à la marina de Val-Brillant. On tente à faire des aménagements ou une éthique nautique, mais créer un mouvement, tout le lac ensemble, le monde va être bien plus fort ensemble. Fait que pour l'organisme, ça serait une bonne chose là, qu'il y ait Oui, ce comité-là. c'est d'ailleurs exactement. Puis c'est une vision qu'on a. Hein? En 2030, on aimerait ça qu'il y ait des comités de lacs pour la protection des lacs dans tous les lacs. Fait que même les autres lacs qui veulent en faire un comité puis ils verraient la pertinence, mais qui nous interpellent, on va les aider à tenter de partir un nouveau comité. Tout à fait. Et puis, là, comme tu mentionnais, actuellement, vous êtes à la recherche de gens, mais c'est qui peut intégrer ce genre de comité-là? Toute personne intéressée à donner du temps. OK. Ça prend pas de connaissances ou Non. particulières. N'importe Non. qui a à cœur le lac, Exact. qui veut s'occuper d'un aspect, peut donner son nom pour faire partie du comité. Exactement. Puis je crois beaucoup, tu sais, les gens sont encore connectés au lac. Je crois beaucoup ils savent déjà qu'est-ce qui se passe au lac. Quand tu dis qu'il y a des problématiques, ils les voient déjà. Ils savent déjà, voient déjà les solutions. Fait que tous les gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour faire partie de la solution. Et le rôle de votre organisme dans tout ça, ça serait quoi? Nous, on va faciliter le processus pour qu'il y ait un comité qui s'organise. On va également aider pour ce qui est que ce sera un montage de matériel de sensibilisation, apporter les connaissances nécessaires, créer des réseaux, peut-être avec d'autres associations ou d'autres membres. Ça va être aussi, c'est ce que l'organisme va s'assurer de faire. Parfait. Et puis, les gens qui sont intéressés doivent communiquer comment? Qui doivent communiquer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a info Matapédia Restigouche, qui est notre courriel d'information. Fait que si les gens vont avoir des besoins d'information, peuvent carrément, c'est info@matapediarestigouche, tout en un mot, .org, ou aller sur notre site Internet également, puis ils vont trouver l'information. Là, je sais que j'avais mentionné qu'il y avait une réunion là, au début décembre. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réunion qui est prévue bientôt pour poursuivre? À la mi-mars. À la mi-mars. On espère avoir des élus des 3 municipalités avec nous, puis vraiment réunir l'élément municipal et citoyen, et potentiellement et autres membres. Et dans le meilleur des mondes, à quel moment ça serait l'idéal là, que le comité puisse prendre vie, puisse prendre Bien, forme? je pense que la prochaine rencontre, déjà, il y a des actions qui vont déjà s'enligner, puis on va y aller avec des actions à une échelle humaine faisable et satisfaisante aussi pour les gens qui sont là présents. Parce que là, présentement, on est juste à l'état embryonnaire, mais ça regarde bien là, pour que ça va se réaliser dans les prochains mois, on espère le plus tôt possible, pour la protection de notre lac. Parce que l'été, il doit y avoir beaucoup de gens aussi dessus. Là. L'été, ça doit attirer beaucoup les touristes. Et donc, si on veut protéger notre lac, ça serait... On a la particularité d'avoir un lac qui est fortement habité à l'année longue. Hein. On n'a pas un lac... Oui, il y a de la villégiature, mais on vit à côté de notre lac à l'année longue. Donc,
à tout à nous d'en profiter puis d'en prendre soin. Oui, exactement. Bien, Mireille Chalifour, vice-présidente, directrice générale de l'organisme Bassin Versant de Matapédia Restigouche. Bien, merci d'être venu nous parler justement de ce beau projet. Et puis, on invite les gens qui ont le goût de s'impliquer justement pour la bonne santé de notre lac. Bien, contactez l'organisme et puis impliquez-vous. On vous attend. Oui, venez-vous-en. Venez nous, contactez-nous. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Donc, depuis le mois d'octobre, 2 écoles primaires de la région ont introduit le programme éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école, donc les écoles primaires de Lac-au-Saumon et du Saint-Rosaire à Causes-Abscales. Donc, pour en parler, découvrir cette belle initiative, j'ai avec moi le directeur des 2 écoles, Éric Couture. Bonjour. Bonjour, M. Couture. Et j'ai avec moi également Julia Grenier, qui est directrice de l'organisme agricole. Bonjour, Julia. Bonjour tout le monde. Ça va bien? À vous deux? Oui, merci. Oui. Donc, comme je mentionnais, il y a un nouveau programme qui a été instauré là, dans 2 écoles primaires. Donc, j'imagine que c'est pour initier les jeunes à l'agroalimentaire. Mais concrètement, ça fonctionne comment là, pour les élèves à l'école? Je ne sais pas qui veut commencer. Ben, je peux y aller. Oui, d'accord, Julia. En fait, juste pour faire un petit topo du projet, tout ça est né dans une école en Mauricie. C'est l'école Louis de France qui agit à titre de laboratoire d'innovation bioalimentaire depuis maintenant 2 ans. Et dans ces 2 ans-là, on a pu vraiment tester comment ça se déroule le déploiement d'un projet agroalimentaire dans un milieu. Et ça nous a permis de bâtir un projet éducatif, un programme pédagogique structuré. Et c'est celui-là qu'on peut exporter là, depuis la rentrée des classes, depuis septembre 2021. Donc, les 2 écoles de Causes-Abscales et de Lac-au-Saumon peuvent en bénéficier cette année. Alors, on exporte dans 8 milieux. Et on est vraiment en phase pilote, donc on teste l'exportation d'un projet qu'on veut durable et qu'on veut vraiment qui s'implante de façon structurée, organisée pour que vraiment l'agroalimentaire puisse perdurer dans les milieux. Donc, à chaque mois, chacun des niveaux scolaires là, vive une activité agroalimentaire en lien avec une thématique. Donc, chaque niveau vive des activités complètement différentes, ce qui fait qu'au terme de leur parcours au primaire, ils vont vraiment avoir vécu une panoplie d'activités. Ils vont avoir acquis un grand bagage de connaissances agroalimentaires. Donc, ça touche à la fois l'alimentation, l'agriculture, l'environnement. Et on veut qu'ils partent avec des belles valeurs puis qu'on puisse bâtir le citoyen de demain puis changer en tant que collectivité. Donc, c'est l'intention. Là, on parle d'activités, mais concrètement, ça ressemble à quoi ces activités-là? C'est quoi les activités? Oui. Parlez pas tout en même temps. C'est ça. Ben, en fait, nous, à la lumière de ce que Mme Julia vient de spécifier, en fait, nous, avec nos écoles, étant donné qu'on est dans un environnement vraiment agricole, là, important, on a cru bon de pouvoir initier davantage les élèves à ces types d'apprentissage-là, se rejoignant aussi avec les apprentissages quotidiens, si on veut, en classe. Donc, c'est un peu le projet qui découle de ça un peu. Et d'autant plus que, comme à chacun des niveaux, donc on a un apprentissage qui est différent, évidemment, de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Bien, ce programme-là agricole est adapté selon la catégorie d'âge également des élèves. C'est pour tous les niveaux. Tous les niveaux, exactement ça. Donc, de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Et ça va se mélanger à travers tous les cours, le français, les mathématiques, ou c'est complètement autre chose à côté qui se fait? C'est complémentaire, effectivement, à ces matières-là, donc en français et en mathématiques, où on peut, il y a des lectures que les élèves auront à faire, des écritures à compléter également dans des petits rapports personnels d'observation. Donc, c'est le côté scientifique également pour certains élèves qu'on veut développer. Et mathématiques, parce qu'il va falloir compter les choses et s'assurer comme par exemple, il y a eu une dissection, la dernière événement d'un pistil, donc d'une fleur. Il fallait compter le nombre de sépales, de pétales et tout, les tiges, etc. Donc, c'est quelque chose que les enfants ont pu observer de plus près que simplement dans le potager.
C'est ça, fait que c'est des choses concrètes là, qui vivent, qui voient. Et justement, un programme comme celui-là qui est implanté avec les jeunes, j'imagine que ça va avoir un impact sur retenir les jeunes à l'école et avoir un impact aussi sur la réussite scolaire. Bien, je crois que oui, effectivement, au niveau de la motivation des élèves en classe, là, c'est quelque chose que j'ai assisté à la première séance là, en classe, j'ai fait le tour de quelques groupes et puis on voyait la lumière dans les yeux, là, c'était éblouissant en quelque sorte là, de voir comment les jeunes étaient intégrés, étaient, comment je dirais, intéressés vraiment par ce premier atelier-là là, qui était grandiose. Ils sont illuminés par tout ça, puis sont intéressés, puis sont curieux. Pour les enseignants, est-ce que ça augmente leurs tâches? Est-ce que ça leur demande plus de préparation? Oui, tout à fait. En fait, il y a quand même une préparation minimale qui est attachée à ce programme-là. Dans une première année, donc, le temps de mettre en place, en fait, le programme. À long terme, éventuellement, il va y avoir un peu moins de temps à mettre, mais oui, mais je pense que ça donne les résultats. En tout cas, je pense que ça va être positif de par l'apprentissage que les élèves vont faire et leur motivation à ce projet-là au niveau scolaire. Donc, ça, on va pouvoir le voir plus à la fin de l'année. Ça a eu un impact, j'imagine, sur le succès scolaire, la réussite scolaire. Tout à fait. Julia, vous parliez tout à l'heure, vous parliez que ça avait été exporté ici. Pourquoi avoir choisi notre région pour exporter le programme? Oui, très bonne question. En fait, on a eu beaucoup de demandes là, un peu partout au Québec. Je vous dirais que notre intention, puisqu'on est en phase pilote, c'est de tester différents milieux, différents contextes. Là, on a la chance de vivre le déploiement à distance. Donc, on est à près de 7 heures de route là, du siège social agricole. Donc, c'était quand même un beau défi là, de pouvoir exporter à distance. Mais je vous dirais que ce qui nous a le plus marqué, c'est la motivation des deux équipes écoles, là, vraiment de sentir leur engouement, leur désir d'implanter le programme. Donc, vraiment, on a senti ça, puis Agricole était vraiment heureux de pouvoir implanter l'agroalimentaire dans un milieu aussi dynamique. Là. Et comment ça a commencé, cette belle histoire-là? Qui a contacté qui? Comment vous vous êtes connus? Comment vous vous êtes croisés? Bien, en fait, on est quand même, on est loin quand même, là. Fait que ça a rayonné, il faut croire, là. Notre projet s'est rendu jusque-là. Puis, c'est de fil en aiguille aussi, la MRC est impliquée là-dedans. Donc, je pense que c'est vraiment un conjoint, là, la direction, là, Éric et la MRC, ils ont eu envie d'implanter le programme et ont travaillé fort là, pour qu'on puisse avoir de longues discussions, puis voir comment on peut arrimer ça dans le contexte à distance aussi, qui était quand même quelque chose un défi pour nous. Mais vraiment, ça se passe bien, puis on est vraiment heureux de la collaboration et de la motivation de l'équipe. Fait que ça s'est parlé un petit peu, c'était comme du bouche à oreille, ça s'est parlé, puis ça a fini par se concrétiser. Voilà. Dans la dernière année, en fait, ça fait une année là, qu'on travaille dans ce projet-là. Oui, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui ne s'implante pas du jour au lendemain. Hein. Il y a un travail qui se fait. Et là, maintenant que c'est implanté pour l'organisme agricole, c'est quoi votre rôle à partir de maintenant? En fait, on les accompagne tout au long de l'année scolaire. On n'est pas juste là au début là, pour mettre en place les installations et structurer le programme. On veut être là tout au long. En fait, on aide les enseignants à faire les animations, puis on en anime aussi certaines. Donc, on a une chargée de projet agroalimentaire là, qui vient sur place là, une fois aux 2 mois, une fois aux 3 mois pour aider les enseignants à faire l'animation, puis que les enseignants puissent voir aussi comment Agricole fait ces animations-là pour qu'ils puissent s'en inspirer, puis qu'ils se sentent plus en confiance là, de procéder aux animations par eux-mêmes, là, de façon autonome. Puis, on espère vraiment être présent aussi l'an prochain pour pouvoir les accompagner en année 2. Donc, un peu plus distancé, mais encore présent là, pour que tout se déroule rondement. Alors, c'est de cette façon-là qu'on fait l'implantation et l'accompagnement. Parfait. Et puis, là, vous parlez peut-être l'année 2, que ça va revenir, on a l'intention que ça reste en place. Et puis, est-ce que vous avez l'intention de l'implanter ailleurs, dans d'autres écoles également, dans la région? Est-ce que c'est sur les cartons, est-ce que c'est dans les cartons là, que le projet s'étire? Oui, en fait, on est en phase pilote, donc vraiment, on a, je dirais, des preuves à faire, démontrer que ça se déroule bien, puis que nos partenaires veulent poursuivre là, dans cette même lancée. Donc, c'est notre plus grand souhait de pouvoir faire rayonner le projet encore plus. Donc, dans notre tête, c'est la phase pilote avant le grand déploiement là, un peu partout au Québec. Donc, c'est les 2 écoles cobayes, voir si ça se passe bien. Après ça, on va pouvoir l'établir ailleurs. Oui. Et je me demandais pour les parents, est-ce que les parents ils ont une possibilité de s'impliquer dans un genre de programme comme celui-là? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer?
Pour le moment, oui, effectivement, il pourrait y avoir un rôle à jouer lorsqu'on a, parce qu'on va avoir des bacs de culture extérieure également qui vont s'ajouter. Alors oui, les parents pourraient avoir un rôle à jouer là. Là, on fait à titre pilote cette année avec le COVID. Évidemment, on est un peu restreint par une certaine limite se rapportant à tout ça. Mais oui, éventuellement, ça serait un atout supplémentaire par rapport aux parents, que ce soit l'OPP ou encore les parents du conseil d'établissement sont emballés également par le projet. Donc, eux aussi souhaitent s'impliquer davantage là, à ce projet-là à long terme. Et puis là, on voit que c'est quoi les thèmes principaux qui sont touchés là, selon les niveaux? J'imagine qu'ils touchent des thèmes différents. Ça ressemble à quoi? Oui, tout à fait. Mais c'est adapté selon leur catégorie d'âge. Là, je ne les ai pas apportés avec moi. Mme Julia pourra... Je peux aider. Mais je peux les nommer. En fait, on parle en préscolaire 4 ans. Leur thématique, c'est l'initiation à l'agroalimentaire. Ensuite, en maternelle de 5 ans, on va toucher aux animaux de la ferme. Donc, ça fait quand même partie de l'agroalimentaire, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, en première année, on va toucher aux légumes. Donc, c'est une vaste catégorie, mais on va aller préciser donc toutes les catégories de légumes, les parties des légumes et tout ça. Ensuite, en deuxième année, on va voir les fleurs. Donc, ils vont voir en détail l'anatomie de la fleur. Puis, à chaque fois, ils vont aller faire la culture au jardin. Donc, c'est vraiment très, très englobant. Donc, ils vont des activités techniques en classe concernant leur thématique, mais aussi à l'extérieur, ils vont aller semer les légumes ou les fleurs ou les fruits associés à leur thématique. Donc, c'est vraiment un cycle complet qu'ils vont vivre. Ensuite, en troisième année, c'est les cultures ancestrales. En quatrième année, c'est les aromates. En cinquième année, c'est les céréales. Et en sixième année, c'est les aliments d'ailleurs. Donc, on termine le cycle du primaire vers l'ouverture vers le monde. Alors, ce sont les thématiques. Et notre année est divisée par mois. Donc, à chaque mois, il y a un volet différent. Tous les niveaux vivent les mêmes volets en même temps, mais adaptés selon leur thématique. Donc, on a vraiment un continuum d'année en année. Oui, puis à chaque mois, ça change aussi parce que la température aussi, elle joue un rôle là-dessus. C'est pas les mêmes étapes. Quand on parle de l'agroalimentaire, l'hiver, l'été, c'est différent là aussi. Tout à fait. Donc, c'est super intéressant. Fait qu'ils vont vraiment toucher. Bien, ceux qui commencent là, les plus jeunes vont avoir la chance de tout toucher. Ceux qui sont 5e, 6e année, eux autres, ils voient plus la fin. Ils verront pas le début, mais sinon... Quand ils vont arriver au secondaire, ils vont avoir fait vraiment tout le tour de l'agroalimentaire, ce que je constate. Là. Oui, c'est vraiment l'intention. Oui, exactement ça. Ça va vraiment aussi les sensibiliser, j'imagine, à bien manger, puis toutes les bonnes manières à utiliser puis à prendre dans notre vie. Exactement, oui. C'est vraiment un très, très beau projet. Et comme j'expliquais plus tôt en rencontre, lors de le début de l'entrevue, on est dans un environnement aussi agroalimentaire beaucoup. Donc, on va aller chercher les gens qui investissent, en fait, les entreprises dans le coin également là, pour aller les voir, les rencontrer. Donc, les jeunes directement, si on veut, dans les champs, en milieu agricole ou à l'épicerie, tout ça, là, pour faire des constats se rapportant à l'enseignement qui sera donné aussi. Parfait. Je ne sais pas s'il y en a un qui a d'autres choses à compléter ou rajouter. Ça va? Ça va. C'est tout, merci. Oui, comme je vous disais, c'est un beau projet. J'espère que ça va avoir un succès puis que ça va rester longtemps puis que ça va pouvoir s'étendre à d'autres écoles. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler et d'être venu nous éclairer. On en sait un peu plus puis c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Bien, merci. Éric Couture, directeur des écoles de Lac-aux-Saumons et de Saint-Rosaire à Causa-Abscale. Et Julia Grenier, qui est directrice de Agricole. Merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode, située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Causa-Abscale. N'hésitez pas à leur rendre visite. Ils ont une belle variété de vêtements pour hommes et femmes. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche à 12h30. Un montant de 1 000 $ à gagner pour la carte pleine. Les cartes valides cette semaine sont de couleur brune. Toute l'équipe d'Info.tvc se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine.